Goedemorgen, comme on dit dans le joli Limbourg néerlandais. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver au lendemain de la seule course d'un jour World Tour disputée aux Pays-Bas où nous nous rendons chaque année avec plaisir. Il a d'ailleurs apprécié comme il se doit le départ donné sur le Grote Markt de Maastricht. Il a également apprécié tendre son micro aux différents acteurs de cette 58e édition, dont le Belge Tige Benoot, vainqueur sans discussion du concours d'un fond improvisé sur le podium. Salut Jérôme Elguers. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Auriez-vous pu rivaliser avec Benoot? Non. Pour la fond. J'ai jamais été bon là-dedans. Pour le vélo, je connais sur la réponse, le vélo, oui, pour la fond, avec lui, réponse inattendue, avec leur expérience, avec leur connaissance des bons vins et des bonnes bières. Je suis convaincu qu'ils auraient pu titiller notre ami Tige, mais hier, ils n'ont bu que de l'eau, je le confirme, j'étais à côté d'eux pour vous tenir en haleine toute l'après-midi devant votre télévision. Ils en ont des choses à dire sur cette victoire de Mathieu Van Der Poel. Non, erreur. Lapsus, victoire évidemment de Tom Pidcock, car c'est bien l'info du week-end sur la planète vélo. VDP n'a pas gagné. Bonjour Gérard Bulens, bonjour Rodrigo Menkens. Bonjour, je ne sais pas si vous êtes comme moi, Gérard, je suis très impressionné par le Nederlands de Samuel, qui a travaillé toute la nuit, j'ai l'impression. Absolument. Vous passez une journée là-bas et c'est une intégration. Bonjour à tous. Directe. Une deuxième journée et vous allez parler néerlandais en chantant. Déjà chanter, c'est déjà un bel exercice pour moi, il y a un bel effort. Allez, il se passe toujours quelque chose sur les routes de l'Amstel Gold Race. Van Der Poel donc battu chez les messieurs. Webus, surprise par Vos, alors qu'elle avait déjà levé les bras dans la course féminine, une épreuve d'âme, neutralisée pendant plus d'une heure suite à un grave accident entre une voiture et une moto de la police après à peine 40 km de course. Le débrief de l'Amstel, c'est maintenant, 9e épisode de votre podcast On connaît nos classiques, et dans quelques instants, nous accueillerons aussi notre invité de prestige. Il s'agit de Rick Verbrugge, avec qui nous préfacerons évidemment la Flèche Wallonne qu'il a remportée en 2001. Alors, Mathieu Van Der Poel, je le dis en un mot, n'est donc pas imbattable, Gérard. Mais personne n'est imbattable, et je vais répéter ce que j'ai dit hier. J'étais content, même si j'aime beaucoup la famille Van Der Poel qui ne gagne pas hier, parce que ça le rend plus humain, ça montre que certaines fois, on peut ne pas avoir de très très bonnes jambes, et puis ça va tempérer un certain nombre de détracteurs. Rodrigo, il a déclaré au micro de Jérôme d'ailleurs qu'il n'avait pas les meilleures jambes du monde, mais en même temps, on doit féliciter la concurrence qui, tactiquement, a fait ce qu'on attendait depuis quelques courses, finalement. C'était de l'attaquer, lui, de loin, de placer de nombreuses équipes différentes à l'avant. C'était le cas. 12 hommes au pied du Kuttenberg, 11 équipes différentes représentées. Et un Van Der Poel un peu isolé, puisque le seul Hermans l'accompagnait encore à ce moment-là. Mais oui et non. Il faut féliciter une partie de la concurrence, celle qui a attaqué. Je pense que ceux qui ont calqué leur course sur Mathieu doivent s'en mordre les doigts, puisque faut pas oublier quand même que la prochaine grande opportunité, dimanche prochain, il faudra se farcir en plus Pogacar, ce qui n'est pas rien. Je constate de toute façon que qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, c'est manifestement Van Der Poel qui fait l'actu, puisqu'on ouvre avec ça. Tant pis pour Pidcock, tant pis pour les autres. Ben voilà, c'est le choix éditorial. Moi, j'ai quand même lu des choses étonnantes. J'ai lu dans certains journaux ce matin, et pas nécessairement en belge, un jour sans, une défaillance. Enfin, on n'a pas tout à fait peut-être vu la même course. C'est un peu exagéré. Oui, enfin, moi j'ai lu ces mots-là, je ne les invente pas. C'est vrai qu'on a vu Van Der Poel passif. On l'a vu subir. On l'a vu aussi, c'est une première, peut-être depuis Gand et Volgem, isolé. Donc ça, c'est quand même intéressant, mais il a des circonstances atténuantes. Vermeersch était malade, Quinten Hermans s'est tombé à 70 km de l'arrivée, et Alpecin n'est pas non plus la plus grosse équipe, et donc quand les titulaires sont là, c'est bien. Quand il faut faire appel aux réservistes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Sur un autre parcours, avec d'autres adversaires, avec une autre météo, on l'a peut-être pas assez dit, mais les premières chaleurs, c'était le cas hier. Mathieu aime moins, alors je cherche pas des circonstances atténuantes, certainement pas, mais quand on parle de fatigue physique et de fatigue mentale, je vous invite à aller revoir cette image, qui est peut-être une des images de la course, c'est quand il évite un bidon qu'un adversaire amène, le réflexe qu'il a, pour quelqu'un qui serait émoussé physiquement. Et dans le final de la course, en plus. Et dans le final, il serait
émoussé physiquement et mentalement, ça j'y crois pas une demi-seconde. Un fameux équilibriste, mais ça évidemment il ne nous a rien appris hier, Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il était passif, le mot employé par Rodrigo Jérôme Elguers, est-ce qu'il était vraiment concerné, je joue un peu la provoque, mais est-ce qu'il était un peu concerné par cette course? Ouais, on peut se poser la question parce qu'en fait, ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas fait une seule attaque. En fait, et une course où Mathieu Van Der Poel n'attaque pas. Et alors, il a fait une demi-accélération dans le Gulperbergweg, je pense, mais il n'a pas attaqué. Il n'a pas mis une seule attaque. Il n'a pas répondu à une seule attaque. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il s'ennuyait pas un petit peu sur la route. Mais c'est ce qu'il a dit à l'interview à un média anglophone. Il employait le mot en anglais, mais c'était, j'ai trouvé la course un peu ennuyante. Voilà, pour reprendre ces mots. Et c'est vrai que c'est finalement une course qui s'est débridée très tard par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison. Ça s'est débridé, je pense, à 30-40 km de l'arrivée, alors que depuis le début, on est à 80, voire 100 km. Ouais, à mon avis, il a vraiment senti qu'il n'était pas au top. Et du coup, il a rangé cette course dans son cerveau. Il se concentre peut-être déjà sur dimanche, mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez étrange parce qu'il a dit à Axel Laurens qu'il n'avait pas les jambes aujourd'hui. Il l'a dit très tôt dans la course. Il l'a dit aussi apparemment à Tige Benoot, qui a discuté avec Van Der Poel pendant la course. Et Mathieu lui a dit qu'il n'avait pas les jambes, mais lui, il s'est dit il bluffe. Et c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une part de bluff aussi parce qu'on a vu quand même les Alpecin 2 ou 3 fois mettre Van Der Poel en première position quasiment avant une bosse. Et là, moi, je me disais, ça y est, il va placer son attaque, mais elle n'est jamais venue. Rodrigo, avec un petit clin d'œil, vous évoquez ce choix éditorial, le fait de commencer par Van Der Poel, et ça me permet de rebondir sur une déclaration de Tige Benoot, justement, qui a déclaré c'était une Amstel Gold Race spéciale, car tout le monde regardait Van Der Poel. Ben oui, même les adversaires, pas que nous. Oui, et quelque part, s'il avait envie d'enlever encore un petit peu de pression avant dimanche prochain, et de mettre encore un peu plus la pression sur Pogačar, ça n'est peut-être pas si mal vu. Franchement, allez, c'est vrai que il est quand même originaire des Pays-Bas, même s'il vit en Belgique et qu'il court dans une équipe, c'est vrai, belge, rappelons, il est néerlandais. Il faut surtout le rappeler aux confrères français. Mais gagner sa course, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais gagner sa course avec le maillot de champion du monde, le seul qu'il a fait jusqu'ici, ça reste Jan Raas. Je pense que ça lui aurait plu. Mais qu'est-ce que ça va changer, franchement, à sa vie? Je pense que s'il peut choisir, il préférerait peut-être avoir une médaille olympique, voire gagner dimanche prochain. De toute façon, soyons clairs, le printemps de Mathieu Van Der Poel est déjà réussi au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc, je ne crois pas qu'il soit fondamentalement malheureux. Et comme l'a dit Gérard, Superman est humain, et c'est bon de le savoir et de le rappeler aussi, je trouve. Gérard, est-ce que s'il n'était pas vraiment concerné hier et s'il effectivement il n'avait plus les jambes de Paris-Roubaix, est-ce que finalement on pourrait imaginer aussi un Mathieu Van Der Poel bâché, partir en vacances avec Roxane et ne pas participer à Liège-Bastogne-Liège? Souvenez-vous, ici il y a quelques semaines, son frère David nous avait dit il décidera après l'Amstel s'il a encore de bonnes sensations pour participer à Liège. Je pense que ça se décidera demain ou après-demain quand il va remonter véritablement sur le vélo et voir quelles sont les sensations. Si il n'a pas la possibilité de prendre le départ en étant gagnant dans sa tête, en ayant une chance de gagner et de monter sur le podium, je pense qu'il n'y sera pas. C'est clair, c'est un gars qui prend ses décisions, va vers d'autres objectifs. C'était un des objectifs douteux, cachés. Ça dépendait de la forme et je pense que vous le saurez mercredi. Juste aussi ajouter et déposer ça ici, Axel Laurens à l'interview nous expliquait aussi, il dit on a beaucoup souligné qu'il n'avait que 5 jours de course en oubliant tout le travail qu'il y a derrière, parce que certes on ne le voit pas en course, mais il dit il y a énormément d'entraînement, énormément de sacrifices, et ça pèse sur l'organisme aussi, donc il avait droit à avoir un jour où il était moins bien. Oui, et ça fait partie aussi d'une explication pour le grand public qui pourrait s'offusquer, il n'a que 6 jours. Si on intègre l'Amstel, 6 jours de course et il pourrait déjà partir en vacances. Mais quand on voit ce qu'il a fait durant les 6 jours. Il a 14 cyclocross avec bien sûr, place et une 5e. Et les stages. Le résultat d'hier est le plus mauvais résultat. Ouais. Si on prend les 14 jours plus les 6 jours, en 20 jours de compétition. C'est la première fois qu'il sort du top 10. C'était du top 10. Puisqu'il était 10e, donc si je me souviens bien, de Milan-San Remo. Donc maintenant que Mathieu n'aille pas à Liège-Bastogne-Liège, sur base uniquement de ce qu'on a vu hier,
L'année prochaine, il y aura normalement, on le souhaite, de nouveau Remco Evenepoel et peut-être d'autres. S'il veut la gagner, évidemment, il y a Pogacar. Oui, il y a Pogacar, mais l'année prochaine, il y aura plus que Pogacar. Donc il faut y aller. C'est peut-être l'année ou jamais pour lui. Bah oui. Voilà. Oui. Et l'année où c'était illustré, c'était l'année où Liège-Bastogne-Liège avait été disputé à l'automne, si je ne m'abuse, quand il a terminé 6e. Absolument, c'est quand on a le podium 100% belge. belge. Ouais. oui. Je pense. Si, alors c'était. C'est pas avec Roglic. On a un petit doute statistique. On va checker ça. On va checker, on va les vérifier, effectivement. Ah, où il était dans le groupe Roglic à la Philippe, quand la Philippe lève les bras trop tôt et qu'il est déclassé. Allez, on vérifie tout ça. Et oui, parce que le podium belge, c'est il y a 2 ans, c'est quand Van Aert a atteint de la Covid, fait l'impasse sur le Tour des Flandres et fait un Paris-Roubaix quand il n'est pas à 100%. Change de programme. C'est ça. On remet les bons noms, bon palmarès dans la bonne année. Alors, puisqu'on a commencé par Van der Poel, on va évidemment évoquer le vainqueur, Tom Pidcock, qui était tout fier, évidemment, d'éviter avec un peu d'humour et évidemment et d'ironie, d'éviter la photo finish cette fois-ci. On se souvient de l'épisode avec Van Aert et on n'a toujours pas éclairci cet épisode et la victoire, la photo finish discutable de Van Aert il y a 3 ans. Il était vraiment soulagé, Pidcock, à l'interview. Oui, alors je pense qu'il faut remettre aussi les choses dans leur contexte parce que j'ai peur qu'on prenne un peu Pidcock comme quelqu'un d'arrogant. Alors c'est vrai qu'on lui a posé, tout le monde lui a posé la question de cet Amstel avec Van Aert où lui pense avoir gagné et donc il a répété ça, mais avec du second degré aussi hier. Voilà, il a dit celle-ci on pourra pas me l'enlever. Je pense que dans sa tête il est toujours persuadé d'avoir gagné cet Amstel face à Wout Van Aert. J'ai encore un doute personnellement. Voilà, c'est pas de l'arrogance venant de Tom Pidcock et je pense que c'est important de le dire. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que finalement, il n'a que 5 victoires depuis le début de sa carrière, Tom Pidcock, et j'ai l'impression que la balance est pas très bonne en fait quand on voit les qualités des garçons et se dire tiens Pidcock il n'a que 5 victoires chez les pros. Et d'ailleurs à l'interview il a dit parfois je me remets en question parce que quand je vois la masse de travail et les sacrifices que je fais, l'entraînement aussi dur, je trouve que parfois ça ne porte pas assez ses fruits. Et donc hier il était particulièrement ému pour ça parce qu'il dit enfin je récolte les fruits de mon travail. Voilà, 5 victoires dans la carrière de Pidcock. Il les a bien choisis. Ah oui, la Flèche Brabançonne, l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, une étape du Tour d'Algarve, l'Estrade Bianche et l'Amstel Gold Race. Au niveau qualité, ça c'est une grosse chaque année, mais il ne faut pas oublier ce qu'il fait aussi dans d'autres disciplines. Il est quand même cyclocross, VTT. En VTT, il était certes en profitant de l'absence de Van Aert et de Van der Poel, mais les absents ont toujours tort. Il est champion du monde de cyclocross. C'est quand même un sacré palmarès. Faut pas oublier qu'il a 24 ans. Faut pas oublier que contrairement à Van Aert et à Van der Poel, à tort ou à raison, il ambitionne de faire une place au Tour de France. Et c'est ce qui pose un problème au sein de l'équipe Ineos, c'est quel statut vraiment lui donner. Un jour, une année, il veut faire les classiques flandriennes, y compris Paris-Roubaix, qu'il a quand même gagné chez les juniors et chez les espoirs. Puis il veut faire plutôt... Il n'aurait pas fait Paris-Roubaix s'il n'était pas tombé au Pays Basque. Il vise le Tour de France, il vise les Jeux Olympiques. Donc, à un moment donné, quand on va dans tellement de directions, je trouve finalement que son palmarès, à son âge, est quand même assez extraordinaire. Si on en croit la Gazzetta dello Sport, moi j'ai pas pu recouper l'information, il semblerait quand même que après sa dernière victoire qui était sur l'Estradé il y a plus d'1 an, son salaire aurait été revu à la baisse. La Gazzetta dello Sport parle de 4 millions à 2,7 millions. Donc plus compliqué d'aller faire les courses. Oui. Les courses. Enfin, on est quand même dans un monde où tout le monde, je crois que si vous allez voir comment Mathieu Van der Poel a négocié son nouveau contrat, on était dans un tout autre registre. Donc moi je suis quand même assez impressionné. Et sur la course d'hier, ne l'oublions pas, déjà les 2 équipes qui roulent tout au début, c'est Alpecin et Ineos. Et quand on voit qu'on peut se permettre d'avoir un Kwiatkowski, champion du monde, double vainqueur de l'épreuve, comme ça à la planche, ça veut dire que Pidcock a tout de suite dit j'ai des grosses sensations. Et c'était même Ineos avant Alpecin, dès la formation de l'échappée. Je remercie Sylvain Rouquet, l'éditeur de notre site internet, qui me souffle dans l'oreillette que c'était bel et bien en 2020, la 6e place de Mathieu Van der Poel lors de la victoire de Roglic. Comme ça on est précis et on aime l'être dans notre podcast, dans votre podcast, on connaît nos classiques. Un mot sur les Belges. En l'absence de Van Aert, en l'absence de Delib, on a malgré tout été très présent et dans le final
finale. On avait finalement une chance sur 2 de s'imposer puisque 50% de l'échappée était belge et on est monté sur le podium via Benoît, 3e. À coup sûr, il y avait un belge sur le podium et Van Sevenant 4e. Van Sevenant qui a retrouvé ses bonnes jambes et son style si particulier sur le vélo. Et Benoît qui, pour la 2e fois de sa carrière, monte sur le podium de l'Amstel Gold Race. On a finalement, Gérard, les Belges ont réussi leur Amstel Gold Race. Je le répète, en l'absence, c'est important, de Van Aert et de De Ligt. Je pense que oui, Tisch était fort, on l'a vu, il a fait un bon sprint. Moi, j'aurais essayé, juste avant de tourner sur la ligne d'arrivée, j'aurais tenté quelque chose en me disant que les deux plus rapides au sprint, Hirschi et Pidcock, pouvaient se regarder. Mais c'est facile à dire quand on regarde la télévision. Je n'avais pas les jambes, certainement, moi, pour le faire en regardant. Et Tisch n'avait peut-être plus ces jambes-là non plus. Il voulait sans doute pour l'équipe Visma. On sait que c'est l'équipe qui est chez elle et que ça explique peut-être la décision de la photo finish dont vous avez parlé tout à l'heure. Il voulait absolument être sur le podium, il l'a réussi, c'est quand même pas mal. Il sauve une équipe qui est un peu, par la force des choses, en perdition. On ne reviendra pas sur toutes les chutes qui ont été connues, mais sur l'absence quand même de Wout van Aert, qui est une absence importante, et sur l'absence de Vingegaard, dont on n'entrevoit absolument pas un retour à l'entraînement sur le vélo. Je pense qu'il faut quand même souligner cela. Quant à Van Sevenant, je pense que c'est un garçon qui a eu évidemment ses problèmes, beaucoup de malchance au cours de la saison dernière et même à l'approche de celle-ci. C'est une très très bonne chose de le voir revenir à ce niveau-là parce que ça apporte de l'eau au moulin de Patrick Lefevere dans un moment qui est quand même pour lui aussi compliqué, et dans ce passage de l'ADN des courses d'un jour vers l'ADN des grands tours, avec de la friction bien sûr chez certains coureurs qui se sentent un tout petit peu laissés sur le côté. Et je pense que le fils de Wim van Sevenant est un peu parmi ceux-là dans la réalité. Jérôme, je reviens vers vous concernant Benoît, puisque vous avez, lors de l'interview, appris quelque chose qu'on a lu nulle part ailleurs. Et c'est important, quand on évoque le sprint avec Gérard, c'est que Benoît avait un souci de dérailleur assez tôt dans la course d'ailleurs. On a été surpris dans le Kuttenberg de le voir emmener très gros. Maintenant, ça correspond aussi à son attitude habituelle. Et dans le sprint, il l'emmenait effectivement très gros, ce qui lui a permis de livrer un sprint intéressant. Mais il avait donc un souci de dérailleur, c'est important. Oui, il a expliqué qu'en début de course, il a été touché par un autre coureur au niveau du dérailleur. Et puis pendant toute la course, en fait, il savait changer ses vitesses, mais pas vraiment comme il voulait. Il aurait pu changer de vélo. Il aurait pu changer de vélo, oui. Après, on sait que chez Visma, ça se passe parfois mal, les changements de vélo. Mais je ne sais pas exactement à quel moment de la course ça s'est passé, cette touchette sur le dérailleur, mais à un moment donné, changer de vélo dans les 30-40 derniers kilomètres, ça dépend le moment, évidemment. Ouais, c'est cuit. Mais oui, voilà, dans le Kuttenberg, effectivement, c'est vrai qu'il emmenait très gros et il a reconnu que dans le sprint, il était sans doute trop gros aussi. Maintenant, je trouvais que c'était un bon sprint. Pour moi, c'est un des meilleurs sprints de la vie de Benoît. Il a fait ce qu'il fallait, en tout cas. Ouais. Rodrigo, je vous laisse conclure sur Van Sevenant parce que je sais que vous avez de l'affection pour le garçon. Quand j'ai l'occasion de vous entendre, c'est pas souvent le cas puisque je commente en radio quand vous êtes en télévision, mais j'ai souvent entendu des choses très positives sortir de votre bouche concernant Van Sevenant, qui d'abord, ça nous fait sourire, mais il a ce style, il pédale avec les oreilles pour prendre la jolie expression cycliste qui nous permet de le reconnaître de très très loin. Et c'est un chouette garçon pour avoir eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Très poli, bien élevé, un peu timide, mais qui a un énorme potentiel. Moi, je serais convaincu que s'il ne tombe pas dans la Flèche Wallonne, pas chaque année depuis 21 ans, c'est une course de côte, la Flèche Wallonne, mais c'est un autre débat. Il a eu beaucoup de malchance, opéré du genou. Faut pas oublier qu'il n'était pas prévu du tout sur la course. Tout devait être fait autour de Remco Evenepoel, de Landa, qui s'est cassé pour la 6e fois de sa carrière la clavicule. Je crois qu'il y a match avec Rick Verbrugge. Et donc, il était en stage en Andorre, et il a fait 1200 km en voiture vendredi. Il est arrivé à l'hôtel samedi, et il fait une course dont on dit c'est de toutes les classiques celle qu'il faut le mieux connaître. Parce que si on ne la connaît pas, on ne peut pas la maîtriser. Il ne l'avait jamais disputée, il est 4e. Moi, je dis que c'est quand même extraordinaire, et tout le respect pour Merlier dans l'Escaut et à Nockereux, et sa 2e place à La Panne, c'est le résultat le plus significatif de la saison de toute l'équipe de Patrick Lefevere. Alors, maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que je me dis qu'il a peut-être lui décidé de la course à 2 moments cruciaux. Je pense que s'il ne lance pas le sprint, ils sont repris. C'est l'Apéra qui gagne. Ouais.
qui a fait une course extraordinaire, hein, parce que anticiper à 70 km, essayer de revenir 2 fois, Pidcock a compris que s'il l'a dans les pattes, ça va être un autre sprint, et il attaque dans la dernière difficulté, et il arrive encore à faire 5e. Fermez la parenthèse. Premier moment, c'est celui-là. Le deuxième moment, c'est juste avant, à 1100 mètres. Pourquoi, Maury? Pourquoi tu vas dans la route? C'est pas une question belgo-belge, mais vous aviez dit, et je comprends votre analyse, Samuel, vous dites on a une chance sur 2 de gagner. Non, non. On est toujours 3e et 4e contre Hirschi et Pidcock. Donc il fallait essayer de la jouer autrement. Donc là, voilà. Mais bon, on peut pas reprocher non plus d'avoir envie. Et Tish Benoît, on l'a dit, c'était le plus fort dans le Keutenberg. Ça fait aucun doute. Moi, ce gars, je l'appellerais le passe-partout. Faut pas oublier qu'il est là depuis le Nice-Blad jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Il y a que Paris-Roubaix qui ne fait plus depuis qu'il n'est pas plus chez Lotto. Quel printemps. Il est tombé à l'E3. Il est parti avec une côte fêlée sur Waregem, où il est 4e, en favorisant la victoire de Jorgensen, en reconnaissant, il est d'une loyauté extraordinaire, peut-être même à tort, que c'est de sa faute que Van Aert est tombé. Au Tour des Flandres, il crève 2 fois, il change 1 fois de vélo, sinon il sprint pour la 2e place. Et ce qu'il a encore fait hier, mais moi je dis vraiment, Benoît, est-ce qu'il a déjà été aussi fort que pour le moment ? Et en tout cas, quand il y a des difficultés dans l'équipe, que ça concerne Van Aert ou d'autres coureurs, il est toujours là pour, quelque part, boucher les trous et assumer ce rôle qui est un rôle de l'ombre à la base. J'espère qu'il sera là pour la Flèche et pour Liège, hein, puisque vous savez qu'il doit être papa et que si ça tombe plus vite que prévu... Et on le comprend. Voilà. Le cas échéant. Gérard, une dernière chose avant d'accueillir Rick Verbrugge qui est dans les starting blocks. Vous connaissez bien le cyclisme féminin, vous connaissez bien le cyclisme tout court, et vous avez été coureur et vous avez été directeur sportif. On assistait hier à cette scène et vous étiez dans la tribune commentateur déjà à ce moment-là, quand Martin Weinans et Ludivine Orion commentaient la course dames. Cette scène difficile à vivre pour l'une et euphorique pour l'autre. Wiebes qui lève les bras trop vite sur la ligne. Sauté sur la ligne par Marianne Vos qui, du haut de ses 37 ans, si je ne dis pas de bêtises, a mis toute son expérience dans la balance. C'est pas la première fois, hein. J'ai fait quelques recherches avant d'entamer cet enregistrement. Cette année, on a déjà eu Johannessen et Martinez à la Classique VAR. On se souvient, même s'il y avait eu des classements d'Alaphilippe Roglic à Liège-Bastogne-Liège 2020, Zabel Freire à Milan-San Remo 2004, on l'a évoqué hier, Rodrigo, Coquard, Laporte à Bessèges en 2018, Turgis, Maclé à l'Eurométropole Tour en 2017. Ce sont les similitudes les plus proches, hein, dans l'histoire du cyclisme. Il y en a d'autres. Il y en a une qui est peut-être la plus nette, c'est dans la même course, l'Amstel Gold Race 1990, je ne peux pas oublier, c'est la première fois que j'ai commenté l'Amstel Gold Race. Luc Rosen à Meersen lève les mains, c'est exactement copie conforme. Et qui passe et le bas? Qui passe et le bas? Qui est dans le rôle de Vos? Van der Poel. Adrie Van der Poel. Et pour Rosen, c'est une catastrophe intégrale parce que, à part une étape du Tour de Suisse, il va rien gagner dans sa carrière, donc il n'aura plus jamais l'occasion. Et il va gagner le Tour de Suisse même, je pense, le classement final. Mais il gagnera jamais une classique. Mais jamais une classique. Jamais. Jamais une classique. Papa Van der Poel, effectivement, qui avait gagné à domicile devant Luc Rosen. Et donc hier, alors je peux encore parler de Rex Morgado, Saint-Main, mais ça a bien tourné pour Rex. Hier, Wiebes. Moi, j'ai une question sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a dit, mais posez la question à Gérard Bullens. Donc je vous la pose. Comment on peut expliquer, ça paraît évident, hein, dans l'euphorie, on pense qu'on a gagné, qu'on lève les bras, mais avec autant d'exemples dans l'histoire du cyclisme, comment on peut encore commettre cette erreur-là? Et on a vu que Wiebes, elle s'en voulait évidemment. Mais simplement l'expliquer par le fait que Rodrigo vient de citer Adrie Van der Poel. Ici, on a Marianne Vos. Vous avez déjà fait la traduction de son nom? Vos le renard, qui est un animal très, très intelligent. Et on a regardé à plusieurs fois avec Rodrigo par la suite. Elle est collée dans la roue et elle attend qu'on lève les bras pour lancer son vélo. Alors, c'est jamais une victoire certaine, mais Marianne a fait sa carrière de très, très haut niveau sur son intelligence. C'est une femme particulièrement intelligente, qui a donné toute sa vie jusqu'à sa 37e année, si c'est pas 38, jusqu'à présent au vélo, et qui s'est consacrée à ça. Qui a-t-on vu immédiatement après papa et maman? Comme si elle avait encore 14-15 ans et qu'elle venait gagner une petite course régionale. Ils sont toujours dans ce système-là. Elle vit pour ça. Elle a sacrifié son hiver en ne faisant pas de cyclocross pour se remettre un peu d'une maladie, mais aussi pour refaire une belle saison de route.
elle gagne le Nieuwsblad, elle gagne une version peut-être un peu écourtée de cet Amstel. Moi, je trouve ça remarquable. Et puis, celui qui lève les bras trop tôt, Voilà, là était la question. Il n'a qu'à se manger. Mais quand vous êtes véritablement, quand vous êtes DS, est-ce qu'on peut apprendre ça à un coureur, à une coureuse, de dire ne lève pas les bras avant la ligne si c'est un sprint. Franchement, le DS qui dit ça, il n'a pas de respect pour son coureur, parce que le coureur doit le savoir, et c'est le coureur qui fait la course. Elle ne peut s'en prendre qu'elle-même, de toute façon. Et on va avoir, Rick est évidemment important dans certains conseils, etc. Mais si vous devez aller jusque-là... Et puis, je voudrais terminer par une petite remarque qui ne touche pas la course, mais c'est vrai qu'à l'Amstel, il y a toujours quelque chose de particulier. On l'a eu hier avec cet accident qui a écourté la course des dames, mais avec quelque chose qui m'a fait sourire quand même. Les hommes ont évité le Maasberg. Est-ce que c'est parce que le sponsor principal, c'est l'Amstel? Mais il y a deux problèmes avec Lorena Wiebes ici, c'est que c'était peut-être une chance unique pour elle, parce qu'avec la course raccourcie, vu qu'elle a un profil de sprinteuse, est-ce qu'elle aura de nouveau une occasion comme ça? Et alors surtout, Lotte Kopecky s'est mis à la planche, et Demi Vollering, après le Koberg, s'est mis à la planche. Vous avez quand même la gagnante du Tour de France, championne des Pays-Bas, qui se met à la planche pour vous, et la championne du monde. Va falloir aller discuter pour arrondir les angles, là, parce qu'à mon avis, les deux autres, elles doivent tirer la tête assez logiquement. Et elle aussi, papa et maman étaient là pour la consoler sur la ligne Lorena Wiebes. Allez, on retrouve notre invité avec le plus grand plaisir. Il nous a écouté attentivement, je le sais. Rick Verbrugge, le manager sportif de l'équipe Israël Première Tech, vainqueur de la Flèche Wallonne en 2001, vainqueur d'étapes sur le Tour d'Italie. Il a porté le maillot rose. Il avait d'ailleurs disputé le prologue le plus rapide, le contre-la-montre le plus rapide de l'histoire du Tour d'Italie, finalement devancé l'an dernier par Remco Evenepoel. Il a gagné aussi des étapes sur le Tour de France et il est avec nous. On le salue avec plaisir. Bonjour Rick Verbrugge. Bonjour à vous. Tout va bien depuis hier? Bien dormi? Très bien, bien dormi, oui, tout à fait. Je pense qu'on a vu une très belle course aussi sur l'Amstel, même si on a vu un Mathieu Van Der Poel qui était très passif et qui a endormi la course, à mon opinion. Mais il l'a endormi sans la gagner pour autant. Donc ce n'était pas une tactique volontaire d'endormir la course. On verra bien s'il va se réveiller pour Liège-Bastogne-Liège. Il y sera, d'après vous? Ça a été l'objet d'une question dans notre débat. Oui, je pense qu'il sera présent, oui, tout à fait. Un mot sur la course de votre équipe, et puis je passe la parole aux débatteurs autour de la table. Et sur la 15e victoire de Dylan Teuns, qui, après une très bonne flèche Brabançonne, avait évidemment des ambitions sur cette Amstel. Tu as dit 15e victoire. J'ai dit 15e victoire. Oui, 15e place, ouais. Ce serait un beau record, et Yann Ras serait rejeté dans les tréfonds des victoires. 15e place de Dylan Teuns, donc sur cette Amstel. Est-ce qu'il rêvait, j'imagine, d'un peu mieux faire hier? Je pense qu'il s'est tout simplement fait laisser endormir par Mathieu Van Der Poel. Tout le monde le regardait en fait, et quand on voit l'échappée qui devant, bon, forcément c'était des très bons coureurs à l'avant, mais ils sont pas partis dans la traditionnelle Kreuzberg, Kaiser Bosweg et Keutenberg, où les gros favoris font le forcing. Là, tout le monde a regardé Van Der Poel, et puis ils sont partis sur le Koomberg en fait. Et le Keutenberg a fait la différence, mais l'échappée était déjà partie. Donc il a loupé le coup. Je pense qu'il s'est laissé endormir tout simplement. Il avait les jambes vraiment pour être devant. Il l'a montré aussi ces derniers jours sur la flèche Brabançonne, mais aussi au Tour des Flandres, où il aurait pu finir sur le podium, se faire attraper à une centaine de mètres de la ligne d'arrivée pour une deuxième, troisième place. Donc voilà, Dylan est en forme. Je suis très content qu'il revienne à ce niveau-là, parce que c'est un coureur qui, quand il est vraiment concentré à 100% et physiquement, c'est un coureur qui est du niveau world class, et il peut battre les meilleurs, et j'espère qu'on va voir ça ce mercredi aussi, au dimanche, sur la Flèche Wallonne et Liège. Alors je cède la parole à Jérôme Rodrigo Gérard, qui lève le doigt en premier. Je regarde, ben voilà, j'attendais. Gérard Bulens, qui en général vient avec deux questions, Rick, il faut se préparer. Non, mais Rick, je le connais bien, donc je vais l'épargner de la question pourrie. Mais on a des... Tant pis pour ceux que vous ne connaissez pas bien. Voilà, ça c'est clair. Alors Rick, nous on peut se tutoyer parce qu'on se connaît vraiment depuis très très longtemps. On a, pour moi en tout cas, découvert
lors de la Flèche Brabançonne Blackmore, qui gagne aussi Liège-Bastogne-Liège Espoir samedi. Je ne connais pas vraiment le garçon. Jusqu'où peut-il aller selon toi? Écoutez, c'est un coureur qui vient du VTT. Il a fait 3 courses sur route l'an dernier. On l'a suivi très attentivement lors de sa saison l'an dernier et on a décidé de le prendre dans notre effectif de la Continentale. Et forcément, il est en train d'exploser. Toutes les courses, il a pris le départ, hormis la Flèche Brabançonne, et il les a gagnées. Donc, le classement général du Tour de Rwanda, le classement général du Tour de Taïwan, le classement général du Circuit des Ardennes. Il vient faire 4e à la Flèche Brabançonne avec les pros. Il a quand même vraiment montré toute sa classe. Et là, il gagne ce week-end Liège-Bastogne-Liège U23, où il était bombardé favori numéro 1 et il a su réaliser cette victoire. Maintenant, bon, jusqu'où il va aller, je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est un coureur de classement général. C'est plutôt un coureur vraiment de type Ardennaise, Liège-Bastogne-Liège, les courses dures. Et il a une bonne pointe de vitesse. Donc, tout ce qu'un coureur moderne a besoin, il l'a en fait. Il a beaucoup de choses à apprendre aussi avec Rick Verbrugge comme manager et avec Dylan Teuns comme leader. Rodrigo. Mais moi, je voudrais d'abord saluer le travail qui est accompli depuis le début de la saison par une équipe qui n'est pas World Tour, par une équipe qui n'affiche pas toujours son nom uniquement en course, mais pas hors course à l'entraînement et même sur les véhicules pour les raisons qu'on imagine bien, qui est donc une équipe quand même sous tension extra-sportive aussi. Et qui en est à 14 victoires depuis le début de la saison. Il n'y a que 2 équipes qui ont fait mieux, c'est UAE et Visma. On le disait hier, 2 des 3 équipes les plus riches du monde, avec 7 vainqueurs différents. C'est le 3e rang, je trouve ça extraordinaire. Si on regarde le ranking qui sera décisif pour les World Tour de l'année prochaine, mais on se rend compte que l'équipe de Rick devance déjà 5 formations World Tour, dont des formations comme Movistar, Bahreïn. Donc ça veut dire que globalement, il y a quand même quelque chose de très positif qui se passe là-bas. Moi, je voudrais poser la question à Rick autour, évidemment, à court terme de Dylan Teuns. Rick a déjà en partie répondu à ma question en disant quand il est bien dans son corps et dans sa tête. Alors, sans rentrer dans tous les détails qui ont expliqué 2 années plus compliquées, quelle est la différence, Rick, ou quelles sont les similitudes entre le Dylan Teuns qu'on a vu autour des Flandres, qu'on a vu dans la 2e ascension de la Moskestraat mercredi dernier, et celui justement de 2022 qui nous avait enchanté sur la Flèche Wallonne? Écoutez, je pense que tout d'abord, merci Rodrigo pour ton analyse de l'équipe, parce que je pense que voilà, c'est une équipe qui est en train de progresser énormément. On franchit les étapes, étape par étape, pardon. Et on a beaucoup d'ambition dans le futur. Maintenant, si on revient sur Dylan, je pense qu'il est tout à fait à son même niveau qu'en 2022. Il est prêt à prendre les responsabilités, ça redevient un leader. Il a connu 2 saisons très compliquées, du moins une saison et demie très difficile. Et là, je pense que c'est vraiment important qu'on se retrouve dans une équipe comme la nôtre, en fait, parce qu'on est une équipe très professionnelle. On est orienté scientifiquement, etc. On n'a pas à rougir par rapport à d'autres top formations. Mais ce qui fait la différence, c'est l'esprit familial et le soutien qu'on peut donner à ces athlètes, où nos athlètes sont vraiment centrales dans toutes les discussions. Et je pense que c'est ça qui a permis à Dylan de revenir à ce niveau-là. Et il a fallu le temps, mais on lui a donné le temps et maintenant il est prêt pour prendre son rôle de leader. Jérôme ? Moi, j'avais une question par rapport à Michael Woods, qui est apparemment pré-aligné, on va dire, pour Liège, mais je ne le vois pas pour la sélection sur la Flèche. Donc, je voulais demander d'abord à Rick. Quelle est la sélection pour la Flèche? Si Michael Woods allait bien prendre le départ de la déjà Flèche. à sa première place au pronostic. Il y a un prono derrière, il ne faut pas être surpris. Faut pas être surpris. Quand on regarde les 4 dernières flèches de Michael Woods, c'est 4e, 6e, 4e, 3e. Donc, je suis assez surpris que son nom n'apparaisse pas en premier dans la sélection Israël. Donc, voilà, je voulais savoir où en était Michael Woods. Alors, Michael, il a ciblé sa saison sur ses classiques-ci, les classiques ardennaises et aussi le Tour d'Italie par la suite. Son approche n'a pas été idéale du tout. Sur le Tour de Catalogne, il était présent, mais il lui manque quelque chose. Et on a décidé, en fait, hier, de le laisser à la maison. Il ne va pas courir la Flèche Wallonne ni Liège-Bastogne-Liège.
Et on va se concentrer sur Dylan Teuns et Stevie Williams, qui a gagné aussi le Tour d'Hollander et qui est un coureur qui pourrait vraiment faire la surprise sur une flèche wallonne. On a 2 vraies cartes à jouer, mais c'est vrai que on va regretter Mike Woods sur les classiques ici, mais c'est vraiment pour bien préparer le Giro et être prêt à 100%. On espère qu'on peut le refaire revenir à son meilleur niveau, parce que Mike Woods ne courait pas à sa meilleure performance possible. C'était une excellente question avec excellente réponse. La réponse et la réponse toute excellente aussi. Et une info capitale pour la préparation de la Flèche Wallonne qui se déroulera donc mercredi. Merci Rick. J'ai pas fini, on n'en a pas fini avec vous. Moi je voulais que vous reveniez quelques instants sur ce fameux, je retrouve la date, 18 avril 2001. Avec une victoire d'un Rick Verbrugge qui avait anticipé. Et ce qu'on attend nous aussi, et ce qu'on aimerait voir cette année, c'est un vainqueur qui anticipe. Vous avez attaqué à 25 km de l'arrivée en 2001 et vous êtes présenté au pied de ce mur de Huy avec Ivan Basso. Vous avez finalement devancé de 5 secondes. Vous n'aviez pas évidemment l'explosivité des Alaphilippe ou des Valverde qu'on a vu s'imposer ces dernières années. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour gagner la flèche? Et est-ce que, sous question, avec Teuns, c'est ça qu'il ne faut pas faire, puisque lui, il a des qualités pour s'imposer sur la montée sèche? Le jour d'aujourd'hui, la flèche wallonne est très stéréotypée. Ça a toujours été un peu le cas. Le mur fait peur et il faut arriver avec une bonne avance déjà pour pouvoir survivre et aller chercher la victoire, comme je l'ai fait en 2001. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui l'ont fait, mais il faut un peu de réussite, il faut que les circonstances se mettent bien. Un Maury Van Zevenant, je me souviens, Rodrigo, il est tombé dans le virage, il aurait pu aussi s'imposer un peu de la même manière. Ça arrive une fois tous les 10-15 ans, plus ou moins. Donc, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais les coureurs se concentrent. Il y a beaucoup de coureurs dans chaque équipe qui ont quand même un coureur au moins qui est capable de briller, qui a de l'explosivité en bosse et qu'on va protéger. Donc voilà, les équipes, c'est une course très stéréotypée. Et moi, je vois encore une montée sèche du mur de Huy. Et pour nous, ça nous conviendrait bien, puisque Dylan Teuns est capable de le faire, mais aussi Steve Williams est un peu dans le même registre. Éviter l'intérieur des virages, ça paraît facile à dire, mais sur la montée sèche, quand on se retrouve au pied avec quelques gars plus explosifs que soi, il faut évidemment mettre toutes les chances de son côté. Et je crois que c'est l'un des conseils avec lequel vous a bassiné souvent votre directeur sportif de l'époque, Claudie Criquelion, ne pas prendre l'intérieur des virages et surtout dans le fameux S Criquelion où les rampes dépassent les 20%. Oui, tout à fait. Bon, l'intérieur du virage, c'est à éviter. Tous les coureurs le savent. Mais ce qui est surtout important, c'est l'approche du mur. Quel côté il faut choisir, à gauche, à droite. Pour bien approcher le mur en bonne position, il faut être placé dans les 7-8 premiers quand on tourne à droite, vraiment au pied du mur. Et ça, c'est critique. Donc voilà. L'approche est bien plus importante. Faut être à droite ou à gauche, Rick? Moi, je suis ni de droite ni de gauche, donc. On parle pas politique. Non, mais il faut choisir. Il faut choisir un côté. Il faut choisir un côté, que ce soit droite ou gauche. Voilà, je vais pas dire non plus quel côté on va choisir, parce que sinon, il y a place que pour une équipe de ce côté-là. Rick, qui est-ce qui va avoir le rôle fondamental de placer Teuns au pied du mur chez vous? On a une équipe qui est très solide, en fait. On pourrait prendre la course en main ou à un moment donné prendre la course en main. Des coureurs comme Fuglsang sont des coureurs qui sont très importants dans ce rôle-là aussi. Mais on va avoir un Jake Stewart qui était présent aussi sur l'Amstel, et c'est un coureur qui sait très bien se placer, se faufiler dans le peloton. Et puis Simon Clark, on a vraiment une équipe très solide. On peut arriver en fait au pied du mur avec 5 coureurs encore dans le premier groupe devant. Donc ça pourrait faire notre force. Ce sera vraiment des éléments, ce sont vraiment des éléments intéressants. Rodrigo prend des notes, j'en prends aussi pour le commentaire de mercredi. J'ai une dernière question, Rick, avant de vous laisser. Vous avez été
sélectionneur national. Les Jeux Olympiques se déroulent dans la foulée du Tour de France cette année et 3 des leaders annoncés, en sachant qu'il n'y a que 4 places dans la course en ligne, Van Aert, Evenepoel, De Lie, sont sur le flanc à l'heure où l'on se parle. On est effectivement mi-avril. Si vous deviez faire la sélection avec ces 3 leaders absents pour le moment, vous partiriez vers quoi ? Écoutez, moi, Jasper Philipsen, il me plaît énormément de la manière qu'il court cette année-ci. Donc, je ne vois pas comment on pourrait se passer à côté d'une sélection sans Jasper Philipsen. Même si, De Lie, Wout van Aert, on ne peut pas les laisser à la maison. Donc, il faudra de toute manière qu'ils soient en condition au moment même. Mais Jasper Philipsen, je le prendrai toujours avec. Ouais, mais donc il faut faire des choix. 4 places, c'est quand même assez compliqué. Mais même nous, on peut faire l'exercice. Si c'est demain l'épreuve olympique, on met qui à côté de Philipsen ? Si c'est demain, en tout cas... On peut pas prendre Stuyven ? Non, ni Van Aert, ni De Lie. Ou alors on fait de Philipsen le seul leader et on met effectivement 3 équipiers à côté de lui. Leclerc, pourquoi pas Julien Vermoot et... Pourquoi pas Je pense qu'il faut envisager les sélections de manière plus générale. Ouais. Il va y avoir une répartition entre et il y a aussi le chrono. Et les 2 mecs du chrono sont les 2 mecs qui disputent la course en ligne. Entre les Jeux, entre le championnat du monde, entre le championnat d'Europe aussi, il y a de la place pour contenter plus ou moins tout le monde. Mais c'est un fameux puzzle. C'est Gart. Parce que Rick, en l'absence des 3 noms qu'on a cités et recités, la sélection est peut-être un peu plus facile à faire. Mais en fait, les Jeux Olympiques, c'est une course très particulière parce que quand on n'a que 4 coureurs au départ, c'est impossible de prendre le contrôle de la course. Donc, c'est très simple, en fait, cette course-là. Il faut courir à l'avant, il faut toujours avoir des éléments à l'avant. Et c'est comme ça qu'on va devenir champion olympique. Si on fait la course à l'arrière avec une équipe qu'on pense contrôler la course, c'est impossible. Donc, il faut des coureurs qui sont offensifs, qui ont une pointe de vitesse. Et puis, une fois qu'on arrive dans le final, ça dépendra de qui restera là. Il faudra faire des choix qui seront critiques. Alors, avant de vous laisser, puisque nous, dès qu'on vous aura laissé, on va se lancer dans notre prono de la Flèche Wallonne. Quel est votre prono ? Votre top 3 ? La Flèche Wallonne ? Oui, 1 Teuns. 2 Williams et 3 Fuglsang. Il n'y a rien à gagner. Les œufs en chocolat, c'est fait, donc il n'y a rien à gagner. Non, je pense que, Teuns est en forme et j'espère qu'il sera sur le podium. Voilà. Et la 2e et la 3e place, ce n'est pas votre souci principal. Merci beaucoup, Rick. On se revoit mercredi matin au départ à Charleroi. Et puis, évidemment, au sommet du mur, vous serez, comme d'habitude, reconnu par les amateurs de cyclisme wallons, néerlandophones et étrangers, puisque cette Flèche Wallonne impressionne les amateurs de cyclisme du bout du monde et qu'ils sont souvent nombreux au sommet du chemin des Chapelles. Merci beaucoup, Rick Verbrugge, d'avoir participé à ce podcast. À très bientôt. Merci vainqueur de l'édition 2001. Beaucoup de choses à noter et beaucoup d'éléments très intéressants en vue de cette Flèche Wallonne. Rodrigo, avant le prono, vous aviez envie de nous donner un petit coup de gueule étymologico-géographique. Je l'ai travaillé. Oui. Après, c'est classique. Attention, je vais employer le mot. Après, c'est classique ou avant, c'est classique ardennaise. Déjà, le problème de mettre le pluriel aux Ardennes belges, c'est déjà une faute, puisque donc je rappelle qu'il y a les Ardennes françaises, il y a les Ardennes flamandes, dans lesquelles on est beaucoup allé, et il y a l'Ardenne belge. Donc déjà, les classiques ardennaises, c'est déjà quand même très limite. C'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus ces dernières années et qui est revenu au goût du jour de la bouche des organisateurs, qui sont quand même français, remarquables, mais français, et il y a peut-être une confusion. Et puis alors, il y a en effet le côté géographique. Hier, qu'est-ce qu'il y avait d'Ardennais dans l'Amstel Gold Race ? Quelques forêts. Non, mais sincèrement, Gemenich, c'est province de Liège, c'est les Ardennes. C'est le Limbourg néerlandais. Et la Flèche Wallonne, il arrive qu'il y ait des éditions qui passent dans l'Ardenne belge. Mais ici, on parle de Charleroi. Donc on se retrouve avec, d'un point de vue géographique, en plus, 2 des 3 courses qui ne le sont pas. Donc à un moment donné, voilà. Alors, c'est pas classique wallonne. C'est pas fondamental. En tout cas, il y a un petit passage de l'Amstel qui se fait dans la province de Liège. Donc ça serait
plus exact en tout cas. Alors on va pas en faire un fromage, certainement pas. Hollandais. Mais voilà, attention, et je sais que je connais beaucoup de personnes qui habitent l'Ardenne belge et qui sont très très sensibles à ce petit point de notre langage. Donc, Faudrait les appeler les classiques vallonnés, alors peut-être. Ah ouais, parce que c'est les Ouais, Français ouais, qui organisent. ouais, hein. joli. Ouais, les classiques Wallonnes. Ouais, Paris Vallonnais, effectivement. Même si Paris-Roubaix ne parle plus de Paris et que de nombreuses courses portent des noms qui ne correspondent pas vraiment. On a déjà aussi mis Paris-Roubaix dans les classiques flamandes. Hein. Ah, pardonnez. De type flamand. Flandrienne, Classique ouais. pavé. Oui, mais classique pavé, alors vous devez enlever la panne. Ouais. Donc tout ça, bon voilà, c'est pas fondamental, il y a des choses beaucoup plus importantes. Si on veut refaire une nomenclature, il faut classer en fonction du parcours. Alors, hein, les classiques pavés avec ces parcours nerveux, et puis les classiques vallonnés qui sont plus profitables pour les Moi, j'aime bien jeunes le grimpeurs. Ouais. Merci, Maître Capello. Vous vous souvenez? Oh non, c'était pas du tout le but, et je vais donner de leçons à personne, mais je fais ça en réaction à ce que voilà, des habitants de nos Et on les salue. provinces m'ont dit, et on est là aussi pour faire passer leur message. Tout à non fait. Et on les salue et on les remercie de nous écouter aussi. Alors, le prono. On n'a pas marqué beaucoup, hein. Encore moins que la semaine d'avant. Et tant que ça se termine, on fatigue. Le classement de la Flèche Brabançonne, je vous le rappelle, Cosnefroy, Teuns, Wellens. C'était donc le top 3. Jérôme Elguers avait pronostiqué Laurence, Lapera, Matthews. 0 plus 0 plus 0 égale 0. Mais il reste leader quand même, hein, Jérôme. Rodrigo avait pronostiqué Krak Andersen, Matthews, Teuns. Et donc, avec la deuxième place de Teuns que vous avez pronostiqué troisième, vous marquez un point qui sera peut-être important certainement dans le décompte final. Oui. Gérard Bulens, Matthews, Boussato, Laurence, 0 plus 0 plus 0 égale 0. Parce que vous avez été à l'école il y a longtemps, mais vous avez été à l'école, hein, Gérard. Bien sûr. Et puis, de mon côté, Laurence, Cosnefroy, Matthews. Un point via Cosnefroy que j'avais pronostiqué deuxième et qui termine premier. Et donc, un point de plus au classement. Ce qui nous donne au classement, justement, Jérôme toujours en tête avec ses 27 points. Rodrigo qui gagne un petit point de plus, 20 points désormais pour Rodrigo. Il ne reste plus qu'un seul prono, hein. Et sur le dernier prono, on pourra aller chercher 6, 4, 12 points. Donc tout est encore possible. Pour tout le monde d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Gérard, 15 plus 0, 15. Et Samuel, 14 plus 1, 15. 15 plus 12, 27. On peut donc rattraper Jérôme si Jérôme ne marque aucun point sur la Flèche Wallonne. CQFD, on verra évidemment tout cela et on fera les calculs dès mercredi soir dans notre petite tête et dès lundi en direct dans ce podcast. Le prono, Jérôme, toujours leader, c'est vous qui avez la main de la Flèche Wallonne. On a eu les explications de Rick Verbrugge très intéressantes. Il n'est pas interdit finalement de modifier son prono suite aux explications de Rick, mais une fois qu'il est cité, et noté sur mon petit papier. Je trouve que c'est très difficile. Tout comme la Flèche Brabançonne d'ailleurs la semaine dernière, mais bon voilà, c'est peut-être mieux en fait. J'avais envie de jouer Ayuso pour tout dire, mais vu la course d'hier, je vais me passer d'Ayuso. Je vais mettre Hirschi en 1. Il a déjà gagné et je trouvais qu'hier, d'ailleurs, c'est lui qui, je le trouve, était le plus actif et n'a pas été récompensé par la victoire. Hirschi en 1, Skelmos en 2. Et du coup, comme j'abandonne Ayuso, je vais mettre Dylan Teuns en 3. Donc Hirschi, Skelmos, Teuns. Comme la semaine dernière, vous avez lu dans... Ils arrivent tous les trois au sprint et c'est à la fin. Dans ma tête, ils arrivent au sprint. Alors, le deuxième, Rodrigo Benkens, je note. Ça, c'est très, très embêtant. On a le droit de dire le même, hein? Mais non, justement. Mais attendez, quand je vois le classement, moi, être deuxième ou quatrième, pour moi, ça change rien. Ah, donc on calcule en fonction de... Ah oui, si je veux le rattraper. Moi, j'avais mis Teuns en 3 et Skelmos en 2. Donc, je peux faire la différence que sur le premier. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais garder mon premier. Ce sera Van Gils. Je vais garder... Ah, il joue, Rodrigo. J'adore. Mais je l'avais mis troisième, je vais mettre deuxième. Très bien. Allez, soyons chauvins. Ouais. Et alors, je vais... Skelmos va avoir un mauvais jour, c'est pas possible, c'est pas seule chance. Et je vais mettre quelqu'un que personne ne va mettre, comme ça, bon voilà, c'est Buitrago. Je sais même pas s'il sera au départ. Hein. Ça, j'aime ce panache. Franchement, Rodrigo. On ne peut rien perdre. Hein. Non, mais c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Et Jérôme, ayant fait ce prono qui ressemble étrangement au mien, j'hésite aussi, dans quelques instants, à le modifier. Gérard, c'est à vous. Moi, je ne vais rien changer. 1, Ayuso. 2, Teuns. 3, Skelmos. Vous avez remarqué que je suis en train de vous endormir comme... Oui, c'est du 22. Ouais.
Mais c'est vrai, non mais Rodrigo a entièrement raison, parce que si je veux gagner, j'ai exactement le même prono que Jérôme. Franchement, j'ai rien à mon petit papier là. Hirschi, Skelmo, Stones. On a bien compris qu'il y avait deux clans. Tu peux faire quoi avec ça? Dans ce podcast, on a bien compris. Il y a les jeunes et puis il y a les anciens. Hein. Alors ça se passe Et sans vous mettez animosité. dans les jeunes. Ah ben ça, c'est quand même, ça me fait plaisir. Oui, mais clairement, oui, mais ça me fait plaisir. Regardez votre carte d'identité, regardez la nôtre, hein, écoutez. Ah oui, mais moi, elle est plastifiée, la mienne. Hein. Ah ouais, ben voilà. Bon, alors, je change en direct. Le Hirschi, Skelmo, Stones, c'est comme Rodrigo, je vais tout modifier et allons-y, Alonso. 1, Stones. 2, Hirschi, je garde le même. Hein. Et 3, Skelmo. J'ai juste inversé les places. Voilà, et je note. Et on ne changera plus ce prono. Merci Rodrigo, merci Gérard, merci Jérôme. On a encore quelques minutes pour conclure ce podcast et je voulais revenir sur les dernières informations liées à l'équipe Visma et à cette confirmation, même s'il n'y a pas de surprise, hein, du forfait de Wout van Aert pour le Tour d'Italie. C'était une information que l'on pouvait donner à l'avance, même si l'équipe refusait de communiquer. Finalement, c'est sans doute un soulagement quelque part pour tout le monde au sein de l'équipe, pour Van Aert, pour les supporters aussi, d'être fixés et de savoir un peu plus vers quoi on va, puisqu'on ne sait toujours pas s'il sera au Tour. Oui, je pense que pour Wout, c'était important que la décision soit prise, même si c'est un gros choc mental, clairement. Et je suppose qu'on a attendu un peu chez Visma pour confirmer cela et finalement se retrouver dans une situation où il faut jouer le remplacement. Mais le remplacement avec qui? On a fait appel à Laporte, mais il fallait savoir aussi dans quel état était Laporte, puisqu'il a été longuement malade. Est-il capable de faire les 3 semaines là-bas? Il fallait faire des tests. On a vu son retour en compétition qui n'a pas été tonitruant. Voilà, je pense que pour Wout, c'est une grosse déception, mais un soulagement, puisqu'il manque le deuxième grand objectif de la saison. On va finir par se dire que pour lui, heureusement qu'il en a gagné une lors du week-end d'ouverture. Rodrigo, on se posait cette question. Est-ce qu'on le prendra dans l'équipe avant la chute de Vingegaard, dans l'équipe du Tour, avec un Vingegaard à 100% qui veut gagner le Tour et avoir un équipier qui ne serait pas à 100%? On a maintenant de gros doutes sur la participation de Vingegaard. Est-ce que et le malheur des uns fait parfois le bonheur, et je mets des guillemets, des autres, puisqu'ils sont dans la même équipe? Est-ce que la possible absence de Vingegaard, finalement, ouvre d'un coup un peu plus largement les portes du Tour pour Van Aert? Ma première réflexion, ce serait de dire oui. Évidemment, il pourrait avoir le rôle d'électron libre à partir du moment où Visma, pour la première fois, parce que nous n'oublions pas qu'il y a eu la période Roglic aussi, viendrait sur le Tour de France sans vrai candidat à la victoire. Mais le rôle d'électron libre qui était promis à Van Aert sur le Tour d'Italie, il pourrait parfaitement l'avoir sur le Tour de France. Donc d'abord, oui. Le seul problème, c'est qu'on est dans une année olympique. Et qu'il a déjà raté ses 2 premiers objectifs, il n'a pas envie de rater le 3e. Et ça sera très difficile, parce que n'oubliez pas que dans le 3e, il y a l'épreuve en ligne et il y a l'épreuve contre la montre. Vous l'avez bien dit, pour faire le chrono, si vous faites le chrono, vous devez dans l'épreuve. C'est pas 6 coureurs, mais donc ça n'est pas simple du tout. Et Van Aert se trouve dans une situation où je crois que si ça ne dépend que lui, il n'a plus envie de faire le Tour de France. En tout cas, pas cette année. Dans sa tête, il n'a pas envie. Alors peut-être qu'évidemment les choses changent, mais je crois que si c'est lui qui choisit, il ne le fera pas. Mais d'un autre côté, il a besoin de compétition. Il a fait combien de jours de course hors ces quelques cyclocross? Il a fait le week-end d'ouverture, 2 courses, il a fait le 3, 5, hein, ouais. et il tombe le 4e jour. Ouais. Et non, il a fait l'Algarve. Hein, il a fait l'Algarve. Oui, il a aussi gagné, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est trop peu. Et il a besoin de chrono aussi. Alors c'est bien les stages, mais il a besoin d'avoir la compète. Donc que choisir? On a évoqué le Dauphiné, on a évoqué le Tour de Suisse. Est-ce qu'il ne fera pas aussi le championnat de Belgique contre la montre? Mais ça reste quand même très peu. Donc je pense que dans sa tête, il veut faire un stage plutôt que le Tour de France. Il doit téléphoner à Sven Van Turnhout aussi, sans doute au sélectionneur. S'il vient sur le Tour sans Vingegaard, est-ce qu'il va finalement pas avoir plus de pression que les autres années? Parce que toute l'équipe va tourner autour de lui. Et c'est lui. Sauf si on désigne un Kuss comme leader sur le Tour. Enfin,
Ouais, il va peut-être devoir choisir aussi. Mais en collaboration, je le disais, avec le sélectionneur peut-être. Les Jeux Olympiques, ça va peut-être être un petit peu juste aussi pour s'y préparer. Il y a les championnats du monde aussi à Zurich sur un parcours compliqué, mais on sait que Van Aert peut grimper aussi. Moi, je me mets un peu à la place de Kian Uijtebroek, c'est là maintenant, parce qu'il a perdu Van Aert et il a perdu aussi Kelderman, qui ne prendra pas le départ du Giro. Et je pense qu'ils devaient se partager tous les deux, Uijtebroek et Kelderman, le statut de leader. Maintenant, Uijtebroek, c'est leader unique chez Visma Lease a Bike. Il est quand même pas très âgé. Et vous l'avez eu à l'interview il y a quelques jours, juste avant l'annonce de Van Aert. Et donc on n'était pas encore officiellement averti de tout cela. Et il disait dans votre interview, j'espère avoir Van Aert à mes côtés pour m'aider. Patatras. Plus pour aussi la mentalité, le côté collectif, la place que prend Van Aert au sein du groupe, l'expérience. C'était surtout sur ça qu'il comptait Kian. Il est orphelin de Van Aert et Kelderman. Pour lui, je pense que ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Un petit regain de pression là, sur les épaules de Kian, vu les malheurs de l'équipe, ou pas? Je pense qu'il doit prendre ça comme un nouvel apprentissage où il est leader d'équipe. Un jour, à son âge, Pogacar a gagné le Tour de France. Ouais, puis il n'aura plus Vlasov pour lui tirer dans les pattes, ce qui est peut-être pas plus mal. Vous savez, après, c'est le cyclisme aussi. Van Sevenen ne devait pas être au départ, on l'a dit. Moi, j'apprends que Van Wilder sera là mercredi, qu'il pourrait être là dimanche aussi. On l'a pas mis dans le pronostic. J'ai attendu que les pronostics soient passés pour ne pas encore vous donner. Non, mais Van Wilder, il n'avait pas tellement envie. Il est focus sur le Tour de Romandie qui commence le lendemain de Liège-Bastogne-Liège. Voilà, le vélo, c'est comme ça aussi. On a des programmes. Et vous savez, je pense à un Merlier. Il râle parce qu'il ne fait pas le Tour de France. S'il était chez Visma, il ferait peut-être le Tour de France. Hein. Oui, mais il est chez Quick-Step et il va peut-être gagner 3 étapes sur l'Italie. Il est prévu sur le Giro. Ouais. À son âge, il va faire 2 grands tours. Mais si Van Aert n'y va pas, si Vingegaard n'y va pas, Uijtebroek, c'est trop tôt. C'était pas le moment de mettre Kooi sur le Tour de France? Il y sera peut-être encore. Il y sera peut-être. Mais s'il fait le Giro, c'est un peu beaucoup. Oui, mais il peut arrêter après 2 semaines. Pourquoi pas? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de montagnes en forêt. Le beau jeu, le beau quiz, c'est se dire avec quelle équipe Visma va être au départ à Florence. Hein. Un gros point d'interrogation et on en reparlera sans doute dans nos interviews, dans nos podcasts, même s'il ne reste plus qu'une seule édition lundi prochain, mais que ce sera une interview au bilan que l'on vous promet. Feu d'artifice, c'est une certitude au lendemain de Liège-Bastogne-Liège. Merci Jérôme Elguers. Avec plaisir, comme toujours. Vous revenez? Vous avez l'abonnement? Oui, je reviens. Merci Gérard Bullens. À bientôt. J'adore votre veste. Merci beaucoup. C'est pour inciter les gens qui nous écoutent à également nous voir sur YouTube ou sur Ovio, puisque ce podcast est un vidéocast, vous le savez, depuis le début de la saison. Et merci Rodrigo Benkens. Nous voir, c'est vrai que pour nous, ce sont quand même les 2 courses fortes, auprès aussi de ce fidèle public qui nous regarde, qui nous écoute, et au sommet du mur de Oui et à Liège, on attend aussi ce contact avec ce public qui nous est fidèle donc pendant toute l'année. La course en télévision mercredi. Vous serez là avec Cyril? Oui. Avec Cyril Sauguin. Et nous serons évidemment en radio dès 14h en FM sur Vivacité. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous lundi prochain pour le débrief et rendez-vous toute cette semaine évidemment pour les préfaces de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Merci à Rabat Boussefa et à Christian Mazoui qui nous accompagnent aujourd'hui à la technique. À bientôt.